Le débat avait commencé, déjà lors de la plénière. Je pense qu'on est sur un sujet qui est extrêmement important. Je laisserai les orateurs de ce jour vous faire prendre conscience de l'importance du sujet Iran, du potentiel colossal. Mais je pense que ça, vous l'imaginez tout seul si vous êtes là. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des informations qui soient au goût du jour, hein, qui soient à jour et qui soit objective pour le sujet. C'est un sujet pour lequel il peut y avoir il y a des problématiques politiques, il y a des polémiques, il y a des intérêts personnels parfois de certains groupes qui peuvent s'exprimer et quelque part on peut le comprendre. Il n'en demeure pas moins que on est sur un sujet particulièrement essentiel et comme vous le savez certainement, et si vous ne le savez pas, je vais quand même vous l'annoncer. Vous avez BPI France qui a, et dimanche dernier, fait une annonce selon laquelle ils étaient prêts à ouvrir des lignes de financement sur l'Iran à partir de 2018 sur une hauteur de 500 millions d'euros annuels. Le fait que BPI France rentre dans cette perspective-là, vous savez que BPI France, c'est l'État derrière. Donc s'ils ont choisi stratégiquement de s'ouvrir sur l'Iran, c'est qu'il y a quand même des raisons, c'est qu'il y a une vraie volonté du gouvernement d'aller et de s'investir sur le sujet. Ils font pas ça par hasard, ce sont des gens qui réfléchissent bien, qui réfléchissent beaucoup, et croyez-moi que si ce choix a été fait, ce n'est pas le fait du hasard. Voilà. Alors, on reviendra certainement sur le sujet. Alors évidemment, BPI France n'a pas d'intérêt, comme vous vous en doutez, vis-à-vis des organismes américains. C'est cette indépendance aussi qui leur permet d'intervenir en Iran et d'ouvrir cette opportunité pour nos entreprises françaises. C'est un point extrêmement important, c'est un point objectif. Maintenant, je vais laisser... Alors, surtout, nous sommes peu nombreux. Ce qui est important, si vous venez ici, c'est que vous avez besoin d'informations pratiques, d'informations techniques, d'informations concrètes. Donc, n'hésitez pas. Donc, il va y avoir des présentations qui vont être faites. On est peu nombreux. Si toutefois vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Il faut que ce soit interactif. Donc, on va faire ça. Il va y avoir une vingtaine de minutes où chaque orateur se présentera. Donc, on va commencer avec Monsieur Caraval. Suite à sa présentation, on prendra une quinzaine de minutes pour des questions-réponses. Mais néanmoins, si quelque chose n'est pas clair ou si vous voulez une précision complémentaire, surtout, n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est que quand vous sortez de là, vous ayez en tous les cas des éléments de réponse concrets, utiles, factuels. Voilà. Monsieur Caraval, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle Romain Caraval, je dirige le bureau Business France en Iran. Je suis en Iran et je connais bien ce marché parce que j'y ai vécu en tout et pour tout 6 ans, 4 ans avant la mise en place des sanctions, entre 2004 et 2008, et 2 ans d'ores et déjà depuis le rétablissement de nos relations, la levée des sanctions qui est intervenue suite à la signature du compromis entre l'Iran et les pays du 5+1, donc au 14 juillet 2015, et le démarrage de nos activités sur ce marché où nous accompagnons les entreprises désormais depuis début 2016, date effective de la levée des sanctions, puisque les sanctions ont été levées très exactement le 16 janvier 2016. Nous accompagnons chaque année environ 250 entreprises. 250 entreprises, ce sera aussi à peu près le nombre de PME et de TI que nous aurons accompagnés à la fin de l'année 2017 sur différents types d'opérations qui sont, à l'instar de nos actions dans d'autres pays, donc des pavillons France, des colloques, des rencontres acheteurs, et puis aussi des prestations individuelles que nous fournissons aux sociétés françaises qui sont désireuses de travailler sur ce marché complexe et singulier. Alors, c'est un marché complexe, certes, sur lequel il faut véritablement faire preuve d'ingénierie commerciale, d'ingénierie financière, mais qui présente énormément d'opportunités, de risques aussi. Je dirais, c'est l'avers et le revers de la médaille.
Un camarade de Chine hier me disait que risque et opportunité s'écrivent avec le même symbole en mandarin. Je parle pas le mandarin, mais effectivement, ça correspond bien à la situation et par rapport à tout ce qui peut être véhiculé dit sur l'Iran, je crois qu'il y a énormément à la fois de méconnaissances, mais aussi souvent de raccourcis qui sont pris. Donc aujourd'hui, on est là pour rentrer dans le détail, parler véritablement de ce marché, de la façon d'y travailler, sachant que la situation est très dynamique. Alors, comme c'était souligné de façon liminaire, il y a une volonté politique côté français de soutenir les entreprises françaises qui souhaitent retravailler sur l'Iran. Cette volonté politique, elle est ferme, elle a été réaffirmée de façon régulière, encore très récemment par notre président. C'est une volonté évidemment qui est liée directement aux engagements pris dans le cadre du compromis qui a été signé entre la France notamment, mais aussi les autres pays signataires du compromis. Et cette volonté politique, elle existera en tout cas tant que les principales parties signataires respecteront leurs engagements. Et je dirais, si je fais ce rappel liminaire, c'est parce que on parle beaucoup des États-Unis, on en parle peut-être trop sans doute, et que les États-Unis évidemment ont une politique étrangère totalement opposée à cette politique aujourd'hui européenne. Et elle n'est pas fondamentalement opposée parce que c'est un simple effet de style, mais elle l'est parce qu'il y a une nouvelle administration qui a été élue aux États-Unis et qui a totalement changé sa politique étrangère à l'égard de l'Iran, mais pas seulement de façon générale. Ce qui a aujourd'hui des implications et implications dont il faut tenir compte, justement parce que les États-Unis conservent un rôle majeur dans le commerce international et dont la réglementation peut avoir des répercussions sur l'action de nos sociétés françaises. En quelques mots, je pense on peut peut-être faire glisser quelques planches. Je vais vous donner quelques chiffres clés s'agissant de l'Iran. Simplement resituer ce qu'est l'Iran. Bon, il manque une planche, mais je vous le donnerai oralement. Pays de 80 millions d'habitants, la même taille que la Turquie, la même taille que l'Arabie Saoudite en superficie, j'entends. Donc 3 fois la France, même nombre d'habitants que la Turquie. Un pays à bien des écarts dont les fondamentaux sont comparables à ceux de la Turquie à la fin des années 90, au début des années 2000. La Turquie ensuite qui a connu une forte période de croissance qu'on a appelée les 10 glorieuses, donc de 2000 à 2010. Et ce que pourrait connaître l'Iran, je dis ce que pourrait connaître l'Iran parce que évidemment tout ça reste réservé en fonction de la capacité de l'Iran à rétablir des relations plus sereines avec l'ensemble de ses partenaires internationaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est justement il y a un effet de ralentissement très fort du fait même du souhait des États-Unis de ne pas s'impliquer totalement dans ce qui a pu être conclu et signé auparavant. Un pays qui a connu une légère récession en 2015, environ 2% après correction. 2016, une période de croissance un peu plus forte, presque 6,5%, et sur 2017 des prévisions qui sont un peu inférieures, autour de 3,5% très probablement, d'après les premières estimations du FMI. Donc une croissance qui ralentit, notamment parce que en 2016, la reprise de la production des hydrocarbures et des exportations a permis à l'Iran de recouvrer les niveaux qu'il connaissait avant la mise en place des sanctions. Donc il y a un effet très fort qui ont stimulé évidemment la croissance du produit intérieur brut. Et à présent qu'ils ont atteint leur plafond en termes de capacité, et avant que de nouveaux investissements capacitaires puissent intervenir et leur permettent de dépasser ce seuil, enfin le seuil actuel, cette croissance marque un peu le pas. Ce qui est important en revanche, c'est que cette croissance est d'une certaine façon plus solide, dans le sens où hors hydrocarbures, elle marque ou elle reflète notamment la reprise des activités dans un certain nombre de domaines industriels hors hydrocarbures. Vous voyez sur la planche qui au-dessus de moi la composition du PIB, et 15% de ce PIB
est découpé autour d'une base industrielle relativement diversifiée et riche, qui offre autant d'opportunités en fonction de leur dynamisme respectif aux entreprises françaises qui peuvent s'intéresser à ce marché. J'en donnerai quelques détails, simplement pour finir sur quelques chiffres clés. C'est un pays relativement développé. On parle de l'Iran aussi comme d'un pays émergent, mais c'est un pays qui depuis longtemps s'est engagé dans un processus de diversification industrielle. C'est un pays avec un niveau d'éducation assez élevé, dont on a coutume de dire qu'il est un pays d'ingénieurs, des gens cultivés évidemment, mais en dehors des clichés, c'est surtout un pays aujourd'hui dont les principaux fondamentaux macroéconomiques reflètent une meilleure santé, on va dire économique et financière qu'il y a quelques années au cœur des sanctions, une inflation maîtrisée au cœur des sanctions. L'inflation avait fortement dérapé, était montée à plus de 35%. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 11%. Un taux de chômage qui est toujours excessivement important, officiellement aux alentours de 13-14%. Et puis des comptes publics relativement, des dépenses notamment publiques relativement maîtrisées, avec un endettement externe assez faible comparativement à d'autres pays, notamment les pays développés. Ils ont, et c'est là aujourd'hui sans doute qu'est le plus grand défi pour l'Iran, un manque très important de liquidité, de ressources financières, en comparaison à la quantité très importante de projets qu'ils souhaitent entreprendre. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils ont besoin de se reconnecter avec les opérateurs économiques internationaux et d'attirer sur leur territoire de nombreux investissements directs étrangers. Donc le plus grand défi pour l'Iran, c'est de rétablir la confiance et encourager les investisseurs directs étrangers à venir pour les aider à relancer leur machine économique. Pays de 80 millions d'habitants, assez jeune, une pyramide des âges, avec 60% de la population qui est entre 25 et 45 ans. Donc il y a une dynamique démographique très forte, avec en contrepartie, je dirais, un défi là aussi de mise à l'emploi de nombreux jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Le gouvernement Rouhani, qui vient donc d'être réélu en mai 2017, a en principe comme challenge d'offrir environ 900 000 nouveaux emplois sur les 4 nouvelles années du mandat de ce gouvernement. Sur le plan politique, le point extrêmement positif, c'est que évidemment ce gouvernement d'ouverture a été reconduit. Donc aujourd'hui, ils sont en mesure de poursuivre un certain nombre de réformes structurelles, et c'est ce à quoi ce gouvernement renouvelé s'attelle, notamment avec des réformes du secteur bancaire qui sont très attendues, parce que cette réforme bancaire est évidemment cruciale pour permettre à ce pays de nouveau de pouvoir retravailler avec les standards internationaux qui sont ceux du secteur bancaire à l'échelle globale, standards évidemment en raison des sanctions dont il s'était complètement décroché. L'Iran, c'est pour la France des potentiels qu'il faut bien identifier selon les filières qui apparaissent notamment dans cette slide. Aujourd'hui, je vous le disais, il y a un manque de financement. Nous, Business France, présents sur place, qui regardons de façon permanente là où il est possible pour les entreprises de travailler, de saisir des marchés. Aujourd'hui, les filières que l'on estime les plus porteuses, évidemment, ça reste la filière pétrolière et gazière, pétrochimique, parce que et c'est dans ce domaine certainement qu'il y a le plus de recettes en devises encore à l'exportation. Ils ont une capacité d'autofinancement qui est suffisante pour permettre de financer un certain nombre de projets, pas tous. Là aussi, ils ont besoin évidemment des opérateurs internationaux. Et également dans la filière télécom, services et transformation digitale d'un certain nombre d'organisations existant en Iran, parce que ils veulent véritablement, je dirais, moderniser leur fonctionnement. Et là aussi, ils sont en capacité de mobiliser un certain nombre de fonds propres. Ils ont bien d'autres secteurs très dynamiques, mais attendre des Iraniens qu'ils puissent financer tous les projets qu'ils ont, c'est certainement s'illusionner par rapport aux capacités financières qui sont les leurs. Aujourd'hui, travailler sur l'Iran, c'est
En 3 mots, identifier un bon projet. Il y a un projet dont derrière, vous savez que le porteur est capable d'apporter tout ou partie du financement. Donc bien connaître son client et bien connaître son client, c'est aussi être en mesure d'identifier véritablement qui il est pour pouvoir se conformer aux réglementations internationales toujours en vigueur avec ce pays. C'est également apporter une partie du financement parce que les partenaires iraniens, comme je vous le disais, ne sont pas capables de financer l'ensemble des projets qu'ils portent. Et puis, s'agissant de l'entreprise française, c'est s'investir sur un temps long, parce que c'est un marché compliqué qui requiert que vous vous déplaciez souvent, que vous invitiez aussi aux contreparties iraniennes à venir vous visiter en France. Et c'est un marché sur lequel le retour sur investissement est plutôt long. Donc c'est un marché qui ne peut pas être adressé par l'ensemble des entreprises. On essaye d'être le plus sélectif possible nous-mêmes sur la qualité des entreprises que nous emmenons là-bas. Chaque marché est singulier et il n'y a pas de marché simple. Ça a été souligné ce matin par pas mal d'interlocuteurs en plénière. Mais l'Iran requiert véritablement un gros travail de préparation, d'une part, et ensuite une résilience, une capacité financière pour pouvoir investir ce marché et espérer ensuite en récolter des fruits. C'est ce que nous faisons, Business France, en essayant de présenter véritablement des partenaires de confiance, solides, identifiés, validés, et en essayant d'amener les entreprises françaises sur des marchés dont on estime qu'ils pourront trouver des relais de croissance en Iran. Alors, le marché iranien est assez protectionniste. Les règles à l'entrée sur ce marché sont également très changeantes, ce qui nécessite d'avoir un bon partenaire, évidemment, souvent un distributeur ou un agent. Beaucoup d'entreprises, en tout cas, font le choix d'être représentées par un acteur local lorsqu'ils ne s'implantent pas directement. Et c'est une nécessité, pas une nécessité uniquement pour franchir l'écart culturel qui peut exister, bien que nous ayons une assez forte proximité avec les Iraniens et que nous nous comprenions beaucoup mieux qu'avec d'autres cultures, notamment asiatiques. Mais parce que la façon de travailler, les particularités, la corruption toujours assez forte, l'absence de transparence s'agissant des données sur ce marché, la gestion du temps, tout ce qui est relation avec les fournisseurs extérieurs, relation avec les autorités locales, exige d'avoir un soutien local pour surmonter ces difficultés. Et on recommande fortement quand même aux entreprises d'être épaulées dans leur démarche ensuite par un partenaire local, même si le régime d'investissement qui existe en Iran et qui a été mis en place peut tout à fait offrir la possibilité pour un opérateur étranger d'être actionnaire à 100%. C'est toutefois pas le schéma recommandé ni dans une démarche commerciale ni dans une démarche d'implantation. Il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui travaillent sur ce marché. Nos exportations croissent progressivement. La plus grande difficulté aujourd'hui auquel font face les entreprises françaises, et c'est là-dessus moi que je veux m'attarder parce qu'on a un temps de parole extrêmement court, c'est le financement de vos opérations s'agissant de l'Iran. Là aussi, la situation, elle est très dynamique. Elle est très dynamique parce que en l'espace de 2 ans, depuis la levée des sanctions, les choses ont fortement évolué. Alors, des instruments de paiement, des circuits de financement vers l'Iran, ils sont pas pléthoriques et puis bien souvent ils sont complexes parce que ils ne sont pas de point à point, ou alors lorsqu'ils le sont, ils requièrent ou ils nécessitent d'entreprendre des démarches un peu particulières. Depuis la levée des sanctions, aujourd'hui, et c'est ce qu'on soulignait tout à l'heure en plénière, vous avez
environ une quarantaine d'établissements bancaires qui ont rétabli des relations de correspondance bancaire avec l'Iran. S'agissant de la France, vous en avez deux banques aujourd'hui qui travaillent avec ce marché. C'est pas beaucoup, mais ça permet déjà, je dirais, de soutenir un certain nombre de transactions commerciales avec ce pays. C'est la banque d'escompte, la banque Wormser Frères, et c'est la banque de Lubac. Là aussi, première chose, si vous avez véritablement un intérêt pour ce marché, que vous venez y prospecter et qu'à vous se pose la question très rapidement du paiement de contrats que vous seriez amené à signer, parallèlement, il faut d'ores et déjà prendre contact avec ces établissements bancaires pour connaître leurs conditions. Est-ce qu'elles ont des critères, des conditions d'éligibilité s'agissant de leurs clients, évidemment plus exigeantes que les critères que vous pouvez retrouver habituellement sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans une situation assez singulière, assez exclusive, et que évidemment ils appliquent des frais sur opération bancaire et d'autres conditions un peu plus chères que ce qu'offre le marché sur des marchés traditionnels. Sur des banques comme Wormser et de Lubac, il est rare, même si c'est possible là aussi, mais qu'elles accompagnent des exportateurs sur l'Iran pour des transactions annuelles inférieures à 500 000 euros, parce que il faut de leur côté que le niveau de transaction justifie, et c'est le cas pour l'exportateur aussi, un surcoût. Alors en dessous de ces montants-là, aujourd'hui, les possibilités pour des entreprises qui auraient des échanges sur des enveloppes très inférieures, qui vont de 10 000 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros et au-delà, donc on va dire jusqu'à 200, 300 000 euros. Les possibilités existent et en fonction, je dirais, des partenaires dont vous disposez, vous avez différentes options disponibles. Il est soit possible de se faire payer par vos distributeurs directement, et c'est une question très rapidement, là aussi, lorsque vous pénétrez le marché, qu'il faut aborder, connaître leur capacité à régler les commandes qui sont susceptibles d'effectuer, et certains distributeurs en Iran, disposent de capacités financières qui peuvent être mises à disposition en dehors même du territoire iranien, à travers des pays tiers, à travers des établissements dont ils sont actionnaires ou à travers des sociétés sœurs qu'ils dirigent ou co-dirigent dans d'autres pays. Vous pouvez également passer par un certain nombre d'intermédiaires financiers qui ont mis en place des schémas de paiement à travers des banques européennes, des établissements bancaires implantés en Europe, des schémas qui sont légaux. Simplement, en bout de tuyau, en bout de chaîne, il faut que vous vous assuriez auprès de votre banquier traditionnel s'il est en mesure de réceptionner in fine ces fonds ou pas. Et ça varie énormément d'un canal à l'autre. Si vous passez par des établissements bancaires français comme Wormser ou de Lubac, à de rares exceptions près, les banques françaises de premier rang, les grandes banques, qui ne travaillent pas en direct avec l'Iran, ce qui était souligné ce matin, au nom du principe de précaution et parce que c'est une politique, je dirais, qu'ils ont décidé à l'égard de ce marché, notamment en raison des sanctions américaines qui demeurent. À l'égard de ces grandes banques, généralement, Wormser ou de Lubac n'ont pas de difficultés majeures pour transférer des fonds, même si on a pu constater sur certaines transactions des refus, après qui sont motivés et qui peuvent être justifiés. Mais dans l'ensemble, les fonds peuvent être routés et être reçus par vos entreprises ensuite sur vos comptes historiques. Sinon, un certain nombre de groupes qui ont ouvert des comptes au sein de ces établissements utilisent également ces comptes à l'instar d'autres comptes en banque pour réaliser des opérations qui peuvent être des opérations de paiement de leurs fournisseurs en Europe, hors d'Europe, ou des achats. Enfin bref, ils recyclent et ils utilisent l'argent à bon escient pour les activités conduites par leur entreprise. Donc
il y a différentes possibilités. À vous de voir ensuite ce qu'il est utile et possible de faire. Les intermédiaires financiers dont je parlais, oui. Écoutez, c'est très variable, surtout que, comme je vous le disais, la situation est dynamique et aujourd'hui, à Dubaï, les choses se compliquent. L'émirat d'Abu Dhabi, notamment, est de plus en plus exigeant en termes de respect par Dubaï des règles de conformité. Les établissements bancaires, Dubaïot notamment, sont de plus en plus fermés à des nouvelles transactions entre l'Iran et cet émirat. Donc, ça s'est beaucoup fait par le passé. C'était un schéma qui était notamment un circuit qui était très très utilisé par les entreprises françaises, qui avaient des débouchés naturels dans le Golfe et qui ont ouvert souvent des succursales, des entreprises aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est pas le circuit le plus simple et ce n'est plus celui que nous recommanderions. Et c'est lié à la situation politique. Et alors même que ça pouvait être historiquement un circuit qui était très utilisé, aujourd'hui, et c'est plutôt bien de le constater, les choses sont en train de se simplifier à l'échelle européenne. Donc, plutôt que d'aller chercher des schémas détournés à travers Dubaï, finalement, vous avez aujourd'hui des circuits tout à fait légaux qui sont en train de se mettre en place au niveau intra-européen, avec, je vous dis, des banques qui opèrent et qui offrent des conditions tarifaires de plus en plus attractives. Les taux sont en train de baisser. Le fait que les taux soient en train de baisser, ça veut dire que justement la compétition, la concurrence est en train de se développer en matière de solutions bancaires vers ce marché. Je parlais des banques françaises. Je suis pas là pour faire, je dirais, l'argument pour mettre en avant les banques françaises, mais énormément d'entreprises françaises qui travaillent en Iran passent par des banques européennes qui ne sont pas françaises. Enfin, on ne ferait pas ici la liste, je vous dis, il y en a une quarantaine. Mais si vous faites preuve d'un peu d'ingénierie financière, vous franchissez la frontière, vous allez en Italie, vous allez en Suisse, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne, vous allez en Autriche. Il y a plein d'établissements bancaires avec lesquels vous pouvez travailler vers l'Iran et qui respectent toutes aussi les règles bancaires qui s'imposent à elles au niveau européen, qui sont des banques de second rang, c'est-à-dire pas des banques de taille systémique. Entendons-nous bien, toutes les banques de premier rang, et c'est pas un cas particulier aux banques françaises, toutes les banques de premier rang, sans exception, refusent de travailler sur l'Iran. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles ont une exposition globale. Par contre, vous pouvez travailler avec l'Iran avec des banques de second rang, des banques régionales, des banques familiales. En Allemagne, ça va être des banques d'épargne, des caisses d'épargne, des banques de Länder, etc. Elles n'ont pas d'exposition sur les marchés financiers américains. Elles ont un actionnariat qui leur permet, je dirais, d'agir plus librement. Donc, elles opèrent en tant que banque de commerce, banque de flux. Et ce sont ces banques-là aujourd'hui qu'il faut aller voir. Et un certain nombre de ces banques ensuite sont en mesure de rerouter, rediriger les flux de vos transactions financières vers des banques de premier rang qui reçoivent un certain nombre de fonds. Je vais en prendre une qui est très connue, qui est une banque irano-allemande, le IH, qui est basée à Hambourg. Aujourd'hui, cette banque, et moi j'ai rencontré son patron en Iran la semaine dernière, elle notifie, confirme des lettres de crédit, ou confirme silencieusement des lettres de crédit en fonction de la nature de la lettre de crédit, entre des entreprises iraniennes qui font émettre cette lettre de crédit via leur banque commerciale en Iran. L'argent est routé par la banque IH. Vous n'avez même pas aujourd'hui la nécessité d'ouvrir un compte au sein de la banque IH. Elle peut simplement prendre ses frais d'intervention. Et ensuite, cet argent est rerouté vers des banques françaises. Et pas que les deux banques dont je parlais. Donc à vous de vous rapprocher de votre banque, voir si par exemple, si une opération avec un instrument, enfin avec une garantie de paiement qui soit le Crédoc, votre opération peut être conduite et l'argent réceptionné sur votre banque. L'ensemble des banques françaises ne reçoivent pas de l'argent de l'EIH, mais un certain nombre le font. Ils le font également pour des virements. Ils le font pas que pour du crédit documentaire. Donc sur des petits montants, ça fonctionne aussi. Alors, je vais sortir des circuits financiers, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a un certain nombre d'acteurs,
Business France, on a fait aussi ce travail, on en a identifié un certain nombre. Et pour toute tranche de transaction, on a un certain nombre d'acteurs à vous recommander. Je les communique pas en public. Si des entreprises veulent travailler sur l'Iran, désormais, elles me contactent. Et puis, je leur donne les coordonnées précises des établissements avec lesquels ils peuvent travailler, et ce sont des solutions légales et qui respectent les règles de conformité, autant que ce que je dirais, elles peuvent s'engager à faire, si tant est que les entreprises françaises elles-mêmes respectent ces obligations de conformité. L'obligation de conformité, elle se réfère directement aux sanctions résiduelles et aux sanctions américaines qui sont toujours en vigueur sur ce marché. Quelles sont-elles? Pour les résumer très brièvement. Je suis pas là, moi aussi, pour faire je dirais le compte rendu des sanctions américaines qui ont une portée extraterritoriale. Mais pour les exportateurs français, il faut quand même les avoir à l'esprit, parce que ça peut avoir un impact sur votre business. Les sanctions américaines, toujours en vigueur, à l'égard de l'Iran, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que vous n'avez pas le droit de travailler en US dollars, donc aucune transaction en dollars. Ça, il faut absolument le bannir de tout. Donc les transactions en euros, point. Ou dans une autre devise éventuellement, c'est dans votre tout. Enfin, je dirais le dollar à bannir. Pas de US personnes. Voilà. Donc aucune entité et aucune personne physique américaine ne doivent prendre part à une transaction commerciale avec l'Iran. Vous avez un collaborateur américain dans votre société en France, il ne doit pas, je dirais, être intéressé à la transaction, aux discussions, aux négociations. Si vous faites ça, vous êtes en violation des lois américaines, vous exposez votre salarié, vous exposez votre entreprise à l'égard des sanctions américaines. Pas de US content au-dessus d'un certain seuil. Vous fabriquez des équipements en France, vous intégrez des composants américains. Si dans la valeur totale de votre produit décomposé, vous avez des composants américains qui dépassent 10% de cette valeur totale, un prix d'usine, 10%. 10%, c'est le seuil. Le seuil décidé par les autorités américaines. Si ça dépasse 10%, ça veut dire en principe que vous êtes censé demander une licence au FAC, l'équivalent du Trésor américain, pour pouvoir exporter cet équipement vers l'Iran. Moi, j'ai vu beaucoup de sociétés françaises parfois se retrouver dans cette situation. Certaines ont renoncé parce que c'était des éléments critiques, des composants critiques, et que pour eux, c'était impossible, je dirais, de dépasser, de réduire ce seuil. D'autres ont fait un travail qui a consisté à retirer des composants américains et à y substituer d'autres composants sourcés ailleurs, ce qui vous permet d'être serein et tranquille à l'égard de la législation, parce que, encore une fois, si vous êtes en dessous de ce seuil de 10%, vous vous exposez pas et vous n'avez pas besoin de demander une licence. Et au regard du contexte actuel, le contexte géopolitique, j'entends, il y a de moins en moins de chances que vous obteniez cette fameuse licence, même dans des délais raisonnables. Donc autant travailler ça en amont. Voilà, il faut avoir à l'esprit ses principales caractéristiques, et c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'évidemment, la loi américaine étant ce qu'elle est, vous exposez potentiellement votre entreprise en violant ces règles, à la fois sur le plan pénal et sur le plan financier. Donc, pas éviter de vous mettre en porte-à-faux, je pense, cette législation. Ensuite, et les personnes, ouais. Ouais. Bon, il y a énormément de petits détails, et
qui ont leur importance. Et bon, encore une fois, voilà. Et également, on l'a pas dit, mais le lien capitalistique qui pourrait exister entre votre société et les États-Unis vous fait tomber dans les dispositions américaines. Et là aussi, si vous êtes filiale, alors filiale au sens de la législation américaine, ça veut dire 50% et plus. C'est différent de l'acception de filiale chez nous. Mais bon, souvent, j'ai vu des entreprises aussi qui avaient évidemment un actionnaire américain, même minoritaire, et parfois les dirigeants finalement faisaient le choix effectivement de ne pas s'exposer à travailler sur l'Iran. Donc voilà, il faut faire cette revue interne en toute objectivité et se poser les bonnes questions. Et lorsque vous vous rendez compte que finalement tous les signaux sont au vert, ensuite au moins vis-à-vis de ces dispositions américaines, vous pouvez être plus serein. Et puis il y a les sanctions résiduelles européennes qui existent. Et là, elles portent sur des sujets très précis. C'est qu'il est interdit de travailler avec des entités ou des personnes en Iran qui sont listées. On appelle ça les SDN list, sont conjointes plus ou moins communes avec les États-Unis, qui peuvent être consultées en ligne. Et dans ce cadre, interdit de travailler avec ces entités et ces personnes parce que elles peuvent avoir un lien de près ou loin avec les gardiens de la révolution, avec le programme de prolifération nucléaire, le programme balistique, la violation des droits de l'homme, et un ensemble effectivement de points sur lesquels les autorités françaises, européennes et américaines aussi d'ailleurs estiment que il est toujours interdit de travailler. Mais je vous rassure, compte tenu de la multiplicité d'acteurs en Iran, là aussi, ça ne porte que sur un petit groupe d'individus et d'entités relativement limité. Ce travail de conformité doit être effectué et vous avez des gens qui sont là pour vous aider et qu'on recommande, qui sont présents en Iran, qui sont présents en France, la dite, hein, mais il y en a bien d'autres qui font des due diligence, qui vous permettent de travailler en toute sérénité. C'est un surcoût là aussi qu'il faut intégrer dans vos démarches pour travailler sur ce marché raisonnablement. Voilà. Je vous remercie aussi pour les questions que vous avez posées. Donc, n'hésitez pas. Alors, on va un petit peu déroger à ce qui a été prévu, parce que je voudrais quand même laisser la parole à Philippe Gauthier, donc directeur général du MEDEF international. Et bien sûr, vous pourrez intervenir en liaison avec Monsieur Gauthier, de façon à ce que vous puissiez vous exprimer sur le sujet. Et alors toujours pareil, vous avez des questions sur le moment, n'hésitez pas. Et puis derrière, on prendra un temps pour un échange interactif. Merci beaucoup. Donc, je vais être assez rapide et laisser un petit peu la possibilité à Catherine de s'exprimer. Donc, juste pour finir sur ce thème, et qui est très important, bien sûr. Donc, il faut se poser toutes ces questions, et Romain a été très complet là-dedans. Question de conformité. Donc, en gros, ce qu'il a dit, c'est tout à fait possible de travailler en Iran, et des grandes entreprises. Donc, si vous regardez un petit peu les acteurs qui sont déjà là, c'est plutôt des grandes entreprises qui avancent. L'État français accompagne. Plusieurs ministres sont allés dans le gouvernement précédent. Plusieurs ministres français vont y aller, et le prochain, c'est Madame Thorne dans le domaine des transports. La ministre des Transports va se rendre dans quelques jours en Iran. Donc, c'est pas pour juste aller parler quand on est ministre des Transports, de politique. Il y a un enjeu, bien sûr, politique toujours derrière. Il y a des alliances qui dépassent un petit peu le business, mais le marché est extrêmement porteur. Il y a un potentiel extraordinaire, et je pense qu'il faut vraiment le regarder si vous trouvez un intérêt, plus des liens, comme le disait Romain, qui sont des liens tout à fait intéressants, puisqu'ils sont très européens finalement. Alors la comparaison avec la Turquie a quelques limites macroéconomiques, c'est vrai. En termes de potentiel de marché, c'est peut-être comparable en termes de sécurité, etc. Mais c'est quand même assez différent, surtout avec la Turquie d'aujourd'hui. La Turquie est devenue assez difficile, protège, etc. Et un petit peu en difficulté. Mais l'Iran a en plus, je pense, une population, comme il l'a dit, très bien formée, population d'ingénieurs qui a une très bonne. On est très bien accepté en Iran. Quand on est français en Iran, on est plutôt heureux. Ça passe plutôt bien. Également une petite remarque, donc je préfère faire ça comme ça que
de vous faire un long discours. Si vous regardez quand même les entreprises étrangères qui sont non iraniennes sur le marché iranien, il y a quand même pas mal d'Européens qui sont là, donc ce qui prouve que on peut y travailler sereinement avec des investissements relativement importants. Premier rang desquels les Allemands. Les Allemands emploient des milliers de personnes en Iran, des grandes entreprises allemandes. On peut faire des choses. Donc il y a, comme le disait Romain, le pétrole, le gaz, etc. Bon, il faut regarder ce que font les grands opérateurs dans ce domaine. Donc Total a annoncé déjà des choses. Donc si vous travaillez dans ce secteur-là, il ne faut pas hésiter non plus à aller voir ces grandes entreprises que vous connaissez en France, que vous connaissez en Europe, pour voir si vous pouvez travailler avec elles. C'est quand même un moyen de se raccrocher de marché. Donc pas du tout impossible, on peut y arriver. Et faut peut-être distinguer quand même le B2B du B2C. Dans le B2C, on a pas mal de réussite. On a nos grandes marques. L'Iran est le deuxième marché, je crois, mondial par tête pour la cosmétique. Dans ce domaine, on réussit pas mal. Les sociétés françaises, septième. Bon, d'accord. Deuxième au Moyen-Orient. Après l'Arabie, alors ça c'est peut-être, mais il y a une forte demande dans ce domaine et je pense qu'on peut se développer dans un certain nombre de secteurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est assez simple. On s'est associé avec la qui est une des sociétés d'intelligence économique en France, la plus grande, et on s'est associé pour créer un bureau un petit peu en dehors des circuits habituels pour surtout résoudre des problèmes pratiques, donc d'arrivée, d'utilisation pour pas très cher de mètres carrés, de pouvoir s'installer, de pouvoir rencontrer aussi d'autres entreprises, et puis également pour aider à les orienter sur des questions de conformité et d'aller vers les bons circuits. La vérification de vos partenaires est très importante. On connaît tous beaucoup d'amis, j'en ai aussi franco-iraniens qui occupent des positions importantes dans les entreprises françaises. Il faut faire un peu attention parce qu'ils sont parfois pas toujours bien connectés, donc il faut toujours vérifier un peu ces aspects-là. Et double-checker, c'est absolument indispensable. Vous le faites partout, mais particulièrement en Iran. Attention aussi au caractère, je pense, ce sont des juristes chevronnés, mais c'est un droit qui est assez comparable à notre droit. C'est un droit continental. C'est pas un droit de jurisprudence. Donc je pense que là aussi, il y a des rapprochements possibles, mais il faut faire très attention. Il faut être très solide sur ce plan-là, surtout si vous investissez, surtout si vous êtes sur des secteurs sensibles. Voilà, donc on a ouvert avec la dite, donc c'est une JV en France, 50-50, donc c'est simple, un bureau très très pratique. On fait ça avec des conseillers du commerce extérieur, bon, depuis longtemps installés là-bas. Donc tout ça nous permet aussi d'avoir une force de frappe un petit peu meilleure, de creuser notre implantation, comme tout ce qui est hors Europe, hors OCDE. L'Europe, c'est l'économie mondiale. On travaille. Si vous sortez de l'Europe, déjà en Europe, il y a quelques différences, mais quand on sort de l'Europe, on sort d'un écosystème qui vous est bien connu. Et dans l'Europe, la France, c'est pas le pays le plus facile. Si vous demandez à des étrangers, être entrepreneur en France, c'est très difficile. C'est franchement très difficile. Les grands investisseurs étrangers qui viennent en Europe, on leur met un préfet à temps plein pendant 2-3 ans pour se débrouiller dans la complexité administrative française. Et ça, vous le savez bien. C'est pour ça qu'on dépense 46% de notre PIB sur des frais administratifs. Donc il y a complexité administrative aussi importante. Si vous savez travailler en France, je pense que c'est pas très difficile que vous réussissiez en Iran. Merci. Alors, merci Philippe Gauthier. Catherine Dorniac, si vous voulez bien nous donner quelques éléments, je pense que vous allez évoquer le CFA Téhéran. Oui, alors, bonjour à tous. Alors effectivement, après ces interventions-là, je pense que mon intervention va plutôt dézoomer, parce que moi j'avais prévu une intervention un peu plus générale pour donner des clés d'entreprises qui connaissaient pas forcément le marché iranien, et s'y retrouver un peu. Alors, effectivement, moi, je vais pas parler du CFAT, mais ce dont je veux parler, c'est que
vu le titre de notre table ronde, Eldorado, je me suis dit, en fait, effectivement, l'Iran, c'est des fantasmes. Effectivement, c'est un pays qui s'est ouvert on s'est dit, il faut absolument y aller, il faut se dépêcher. C'est vraiment la ruée vers l'or. Et en fait, les entreprises se sont rendues compte petit à petit, mois par mois, comme vous pouvez le voir de façon presque chronologique, que l'Eldorado iranien, en fait, c'est un peu plus compliqué. Les entreprises ne connaissaient pas forcément l'Iran et elles n'avaient pas appréhendé que c'était un marché compliqué, c'était un marché qui était sous son qui a ses spécificités. Donc moi, ce que je voulais voir très rapidement, et ça vous donnera finalement presque des éléments de synthèse, c'est pourquoi est-ce qu'on a pensé que l'Iran, c'était un Eldorado? Est-ce que nos idées étaient fondées? Et quand on dit que c'est un marché compliqué, est-ce qu'on ne va pas un peu vite? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être un peu trop manichéen? Voilà. Donc, concernant l'Eldorado, moi, je vois 3 points pour lesquels on aurait pu penser ça. Donc, premièrement, c'est effectivement pas tous les jours qu'il y a un pays, comme M. Graval le dit, de 80 millions d'habitants qui s'ouvre aux échanges extérieurs de façon progressive. C'est un pays en plus qui a de bonnes infrastructures, bien qu'elles soient vieillissantes, et c'est un pays qui a vraiment des capacités. Deuxième point, c'est un pays qui a finalement qui a un marché conséquent. Hein. La population, 80 millions, 98% des 18-4 ans sont alphabétisés. C'est aussi un marché qui est très euro-compatible. C'est un marché qui est intéressé par les modes de consommation européens, américains. C'est un marché qui est assez moderne, vraiment à ce que parfois on pourrait faire à bord. C'est un pays où il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. Et c'est aussi le premier pays au monde pour ce qui est la production d'ingénieurs. Annuellement, l'Iran produit plus d'ingénieurs que les États-Unis, alors que leur population est 4 fois moins élevée. Et dernier petit fun fact, mais effectivement, on parle de cosmétique, l'Iran, c'est aussi le premier pays au monde pour la hein, pas que pour les hommes. Et pas que pour les femmes, il y a aussi des messieurs. Donc, un marché vraiment eurocompatible. Alors après, effectivement, au fil du temps, on s'est rendu compte les entreprises avaient des difficultés, surtout les PME. Là, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, puisque M. Gauthier et Carapal en ont également parlé, mais c'est vrai que le premier point de difficulté sur l'Iran, c'est les sanctions. Alors, on nous a dit, effectivement, la levée, l'accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015, levée des sanctions économiques. Mais de quoi parle-t-on vraiment? En fait, on parle des sanctions économiques européennes. Des sanctions économiques qui interdisaient aux entreprises européennes de faire des affaires en Iran. Ce qui reste sur le tapis, finalement, c'est les sanctions, déjà qui ne sont pas forcément liées aux affaires, liées à la prolifération balistique, aux droits de l'homme, mais aussi les sanctions économiques américaines, qu'on appelle les sanctions primaires, qui interdisent aux entreprises américaines en Iran. Le problème, comme on l'a soulevé, c'est que si vous êtes une entreprise française qui avait des activités en Iran qui utilisait le dollar, en fait, vous pouvez être perçu comme une entité américaine par le régulateur américain. Donc risquer des sanctions telles que le BNP l'a vécu en 2014 avec son amende de 8,9 milliards d'euros. Voilà. Après, est-ce que effectivement c'est aussi noir et blanc que ça? Est-ce que c'est un go no go? Comme M. Gauthier l'a dit, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont en train de se positionner en Iran. On ne peut pas dire que dès qu'on est exposé sur le marché, on va y aller. On a Vinci, énorme boîte qui est sur le point de signer 2 contrats, Machad et Ispahan, rénovation des aéroports. On a Total qui a signé un contrat, le Spars au monde. Ouais, on a également Renault et Peugeot qui ont carrément des usines en fait. Hein. Donc effectivement, il y a des murs de Chine qu'il faut mettre en place dans sa société, ça a un coût effectivement, mais voilà, il y a juste des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, mais on peut tout à fait aller sur le marché iranien. Après, concernant l'autre point vraiment d'importance, c'est les banques. Et là, vraiment, je ne vais pas m'y attarder. Effectivement, on avait des problèmes concernant le fait de trouver des banques qui pouvaient nous accompagner sur l'Iran, même en ce qui concernait le flux finalement. Wormser et de Lubac étaient 2 seules banques familiales françaises de petite taille qui ne pouvaient pas finalement accompagner tout le monde. Les PME étaient souvent mises de côté. Effectivement, il fallait avoir un flux assez conséquent annuel.
Les choses vont bouger effectivement avec BPI France qui devrait proposer son crédit export en janvier 2010 avec une enveloppe de presque un demi-million annuel. Voilà. Alors en fait, effectivement, le régulateur américain est un peu maître chez lui, et en fait, il est maître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas dire je vais sanctionner une société française. En fait, dans le raisonnement juridique, il va sanctionner une entité américaine. C'est juste qu'il va comprendre de façon très très extensive. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. C'est depuis à peu près 80. On a commencé à avoir une différente interprétation. Après, il ne peut pas vous condamner en France, à moins qu'il fasse reconnaître le jugement. C'est un peu compliqué, mais par contre, il peut effectivement vous coller une procédure aux États-Unis. Et quand vous irez aux États-Unis, vous aurez à répondre du acte de vos actions sur l'Iran. C'est comme ça que ça fonctionne. Un fournisseur français et vos activités sont en France. Je comprends pas. Oui, effectivement, bah oui, parce que Oui, bah après, est-ce qu'une partie des composants qu'il vous livre sont d'origine américaine? Parce que lui-même a peut-être une exigence de son côté sur un certain nombre de lignes de produits. Si c'est uniquement des produits d'origine européenne, en principe, cette disposition est inutile. Bah, c'est la question de la quantité de composants américains qui sont dedans. Donc on en revient toujours au même. Il faut, je vous dis, certainement c'est lié à l'origine américaine. Vous savez, les dispositions, c'est comme les clauses contractuelles, pour objectif de vous protéger. Un bon contrat bien verrouillé sur le plan juridique, c'est exactement ça. C'est au cas où. Alors après, vous, effectivement, ce qui vous fait signer ce papier-là, il est engageant pour vous, puisque en dernier ressort, vous êtes en bout de chaîne. Donc de deux choses l'une, soit éventuellement vous faites modifier la clause en disant très bien pour les d'origine américaine, conformément à ce que dit la législation américaine. Sinon, c'est qu'un engagement contractuel et moral entre vous. Au niveau européen, puisqu'il y a une hiérarchie des lois aussi, il n'y a aucune disposition qui dit qu'il est interdit d'exporter vers l'Iran. Point. Aucune. Il y a simplement un contrôle des exportations qui s'applique, mais pas que vers l'Iran. Donc, contrôle d'exportation des biens dits à double usage, des réglementations très spécifiques dont il faut prendre connaissance. Et puis, un certain nombre d'interdictions qui demeurent et dont on a souligné la portée, qui sont liées effectivement à la prolifération et d'autres destinataires potentiels de vos équipements, d'autres acheteurs. Il y a un guide pratique qui a été fait par la Direction générale du Trésor, qui est très très bien, qui est très explicatif. Vous tapez sur Google Direction générale du Trésor, Iran, guide pratique. Ce guide est public. Il a vocation à accompagner les exportateurs au moins sur le plan de la compréhension des enjeux réglementaires, etc. Toute entreprise qui se tourne vers l'Iran doit faire la lecture. Et c'est un prérequis déjà pour comprendre quel est le champ réglementaire qui s'applique à ce pays s'agissant des autorités européennes. Après, s'agissant de la législation américaine, là, il faut se référer aux autorités américaines, à l'OFAC. Et vous allez sur le site de l'OFAC, et là aussi, vous avez les facts, les questions fréquentes, vous avez toute la législation, et beaucoup d'éléments, la plupart d'ailleurs, sont disponibles en ligne. Ensuite, ça peut porter à interprétation. Mais si ça porte à interprétation, ça veut dire que d'ores et déjà, vous devez vous poser des questions importantes du fait de votre relation aux États-Unis, c'est-à-dire peut-être avoir recours à des avocats, etc. Donc on entre dans une dimension qui est encore différente. Beaucoup d'entreprises sont absolument pas concernées par cette situation. Il faut pas s'effrayer avec des choses par lesquelles vous n'êtes pas concerné. On est toujours, s'agissant de l'Iran, dans la complexité parce que c'est un marché complexe. Mais ce qui est important, c'est de le simplifier sans le caricaturer. Le simplifier, c'est se poser les bonnes questions, sereinement, prendre le temps d'y répondre et se dire voilà comment je vais me faire payer, donc les obstacles bancaires, comment je les surmonte, par quel acteur je peux passer, quelles sont les bonnes questions à poser à mes interlocuteurs iraniens quand je vais rentrer dans une relation contractuelle pour pouvoir effectivement me faire payer en toute légalité sans enfreindre la loi.
Et il y a moyen d'y répondre sereinement. Deuxièmement, il y a est-ce que je m'expose aux sanctions? Oui, non, pour quelles raisons? Liées à mon statut, liées à ce que j'exporte, et comment là aussi je peux m'assurer et garantir que je respecte le droit. Vous savez, on accompagne encore une fois beaucoup d'entreprises françaises et elles sont de plus en plus nombreuses à exporter vers l'Iran. Et de toute façon, c'est le sens de l'histoire, elles vont être de plus en plus nombreuses, sauf à ce que nos relations s'arrêtent. C'est comme ça. Que certains opérateurs le veuillent, que certains opérateurs peuvent les accompagner dans l'immédiat, oui ou non. Mais on va dire que si le rétablissement des relations de l'Iran avec la communauté économique internationale s'approfondit, se renforce, nous serons de plus en plus nombreux à y travailler, tous collectivement, et la volumétrie des affaires s'accentuera. Derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire et est-ce qu'on souhaite être conquérant tout de suite ou est-ce qu'on attend encore un peu voilà, enfin c'est oui, il y a des véritablement des problématiques. Les progiciels, les systèmes informatiques d'exploitation en sont une. Et effectivement, lorsqu'ils sont d'origine américaine, non. Clairement, il y a des possibilités. Ouais. Mon dialogue juste pour comprendre ce qu'ils sanctionnent, ce qu'ils sanctionnent pas. Donc ça, c'est un dialogue public, privé, qui se fait régulièrement. Les banques dont on parlait tout à l'heure, donc qui sont étaient présentes dans la plénière, leur direction générale discute avec l'OFAC, bien sûr, il y a une discussion. La fédération des banques discute avec l'OFAC, essaie de trouver des solutions. Donc il y a une discussion possible, il y a des autorisations qui sont délivrées. Donc vous pouvez demander une autorisation à l'OFAC, tout à fait légal. Le Trésor va vous aider, le guide, il faut absolument le lire si vous faites ça. Mais par contre, c'est cher. Toute procédure juridique, ça c'est les États-Unis, toute procédure juridique aux États-Unis est chère, et donc certaines entreprises ont suivi tout le parcours de la procédure OFAC, et on dit, même des ETI, bon, déjà on a payé cher, et en plus on n'est pas sûr, donc on n'est pas sûr de leur réponse. Ils sont pas sûrs eux-mêmes de leur réponse. Donc on arrête, on attend un peu, voilà. Donc, mais il faut savoir que quand vous vous engagez là-dedans, ça peut coûter. Deuxième inconvénient majeur, c'est que vous devez tout dire. Voilà. Vous livrez un peu vos secrets de fabrication. Donc, Airbus, c'était Boeing. Donc voilà. Après, voilà, non, tout à fait. Donc je pense que en plus la question des licences, c'est pas du tout un chemin vers lequel vous devez vous diriger de façon quasi automatique, parce que déjà l'administration américaine les délivre de moins en moins et de plus en plus longues, délivrées pour des raisons politiques. C'est pas du tout une obligation, et d'ailleurs même BPI France, qui a proposé son offre, n'a pas du tout une licence OFAC. Hein. Elle a rencontré les autorités américaines, elle a exposé leurs projets, mais ils n'ont pas eu de licence officielle. Ils ne les fournissent pas parce qu'ils ne peuvent pas vous assurer qu'ils ne vont pas vous poursuivre. Donc, il ne faut pas s'inquiéter vraiment avec cette problématique de licence. À mon avis. Bon, vous savez, en Iran, ça fait longtemps qu'ils copient tous les logiciels, y compris les plus complexes, donc ils ne travaillent pas sous licence. Ils travaillent avec tous les logiciels, mais ils travaillent hors licence. Alors, évidemment, ça, quand on est un opérateur étranger, on peut pas se le permettre. Alors, quand on est une petite société, vous ouvrez un bureau de représentation là-bas, vous exploitez Windows en mode nomade, vous l'avez acheté en France, je pense pas que les Américains vont vous poursuivre là-dessus. Non, mais il y a une véritable question, hein, elle est légitime. Maintenant, dans certains domaines, des entreprises réfléchissent à utiliser des logiciels libres. Et les logiciels libres, on a des opérateurs français qui sont très bons, ça fonctionne très bien. Et déjà pour de la bureautique, Windows, c'est pas une nécessité. Hein. Évidemment, on est tous amenés à l'utiliser régulièrement, mais on peut s'en affranchir sans difficulté.
à peu près tout. Et en France, on a des compétences inimaginables, de très bons opérateurs, et d'ailleurs qui commencent à voir l'Iran comme une opportunité pour eux, pour délivrer, pour le coup, des licences à nos opérateurs français. Et ce qui va se passer, c'est que progressivement, effectivement, c'est par ce type de solution que les sociétés françaises vont passer. Et s'affranchir de l'obtention de licence OFAC. Pour des progiciels très techniques liés à l'exploitation de vos équipements, j'ignore de quoi on parle sans détail. Là aussi, beaucoup d'entreprises, moi, qui exportent vers l'Iran, ont leur propre progiciel maison pour des dispositifs médicaux ou ce genre de choses. À vous de voir si éventuellement il n'y a pas une solution alternative qui peut être développée. Finalement, ça peut peut-être même coûter beaucoup moins cher et vous rendre service dans le futur pour beaucoup des pays à l'export. Plutôt que de passer par des solutions logicielles américaines. Parce que l'export, on est dans un monde géopolitique, sur le plan géopolitique, et en pleine évolution. Et ce qu'on peut prédire, c'est que ça va se complexifier et que l'Iran est un cas d'école. Il va y avoir beaucoup de marchés avec lesquels il va devenir de plus en plus compliqué en raison des interactions avec les portées extraterritoriales de tel ou tel pays, etc. L'indépendance, le maître mot, la souveraineté de vos outils, ça peut passer aussi par le développement finalement d'une solution logicielle que vous pourrez utiliser pour vos équipements, qui vous mettront pas en porte-à-faux de futures législations qui ne manqueront pas d'émerger. L'Iran aujourd'hui, mais demain peut-être encore un autre pays. Sincèrement, c'est une réflexion globale qu'il faut conduire et si on peut en s'entretenir avec les chefs d'entreprise, je pense qu'aujourd'hui c'est déjà faire preuve d'un peu de ce point de vue-là d'anticipation et beaucoup d'entreprises aujourd'hui le constatent, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, on comprend pas, un partenaire historique et voilà, on se retrouve freiné et il y a une réflexion politique qui est conduite à cet égard aussi. Donc on verra quelle réponse le politique apporte à ça. Si le politique n'apporte aucune réponse, la réponse elle est technique. Sur le sujet. Alors, donc j'en profitais pour ma part, ça fait 2 ans que je m'intéresse. Est-ce que vous avez juste là? Merci. Donc ça fait 2 ans que je travaille pour ma part sur le sujet Iran et donc je vais essayer de vous faire un témoignage en tous les cas de mon vécu sur le sujet. Là, je vois il y a des entreprises avec lesquelles nous travaillons actuellement, des PME de notre territoire qui sont particulièrement impliquées sur ce marché. Donc première observation, c'est que déjà, effectivement, et ça a été souligné par Philippe Gauthier, en tant que Français, on est très très bien vu en Iran. Donc ils sont très heureux de travailler avec nous, ils se reconnaissent, si vous voulez, à travers des liens culturels, l'importance de notre histoire, et ça crée des parallèles avec eux qui les intéressent beaucoup. Donc ils apprécient, en tant que Français, de travailler avec nous. C'est un point extrêmement important. Le deuxième point, c'est juste un cas auquel j'avais été confronté avec une société qui souhaitait vendre des joints en Kevlar en Iran. Alors effectivement, comme il y a du Kevlar à l'intérieur, eh bien d'emblée, il faut des autorisations parce que le Kevlar rentre dans les produits qui peuvent être considérés comme étant à double usage. Alors évidemment, ce sont des joints, donc on ne va pas en faire des gilets pare-balles, c'est une évidence. Mais néanmoins, vis-à-vis de l'administration des douanes, il fallait que les choses soient claires. Donc, qu'a fait cette entreprise? C'est clair. Ils ont fait une note. Ils sont passés par le ministère des Affaires étrangères, effectivement, à valider le fait que leurs produits ne pouvaient pas être considérés comme étant à double usage dans la mesure où ils ne pouvaient pas en faire, en tirer des produits de type militaire. Et ensuite, ça a été effectivement validé par les douanes. Donc, ils ont tout à fait aujourd'hui la possibilité d'exporter leurs joints en Kevlar. Deuxième chose, c'est alors on a parlé de 2 banques françaises, parce que donc encore une fois, à partir du moment où les banques ne sont pas exposées en dollars, et à partir du moment où les banques n'ont pas de personnel US dédié à des opérations en Iran, il n'y a aucun souci. Il faut néanmoins être prudent sur le sujet, mais ça se passe bien. On a fait il y a eu des envois de fonds qui ont été faits par une société ici présente
des envois de fonds importants en Iran. C'était passé par ces banques, mais ça s'est fait sans aucun souci, sans aucun problème. Et ça a été, pourquoi? Parce que les banques françaises ont tout simplement des liens avec des banques iraniennes et ça se fait très facilement. L'autre point, c'est, je disais il y a pas très longtemps avec la Montepaschi. La Montepaschi Bank, qui est pas non plus une petite banque, hein. Enfin, c'est une banque quand même assez relativement importante en Europe. Eux se positionnent également en Iran. Donc, quand je les ai reçus à mon bureau, ils m'ont dit oui, nous on est intéressés. Alors ils sont en train de mettre en place le processus. Ils sont en train de se développer sur ce marché qui est évidemment un marché porteur pour toutes ces banques qui ne sont pas positionnées sur les US. Et donc lui, son discours, ils ont eu, parce qu'ils ont une compliance qui a été beaucoup plus rigoureuse que enfin particulièrement rigoureuse en tous les cas. Parce qu'il plus la banque est grosse, plus ils sont attentifs à ce type de sujet. Donc eux m'ont dit voilà, nous il faut tout simplement que y ait des due diligence qui soient faits, hein, et qu'on sache qui est le bénéficiaire final des fonds qui vont être envoyés en Iran. Alors pour eux spécifiquement à cette banque-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires iraniens avec lesquels vous travaillez, les fonds que vous envoyez en Iran, il faut que tout soit clair et transparent. Ça c'est alors c'est dit redit, c'est une évidence, mais là, plus que jamais, tout doit être transparent. On doit savoir à qui ça arrive et effectivement envisager une due diligence pour savoir avec qui vous travaillez, pour s'assurer que vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour déterminer que le partenaire ou le bénéficiaire final des fonds est une personne qui ne rentre pas dans le cadre de ces sanctions. À partir du moment où ça se fait comme ça, eh ben il n'y a pas de souci. Voilà. Un autre aspect qui est important, ce sont les intermédiaires. Ça a été évoqué tout à l'heure. En Iran, vous allez avoir des intermédiaires de partout. Ils vont qui vont venir vous voir, qui vont dire oui, mais moi je connais le ministre, moi je connais le président, moi je connais un tel, ce qui est peut-être possible au demeurant. Néanmoins, il faut faire très très attention, parce qu'à partir du moment où vous passez par un type de partenaire, vous passez, si vous voulez, par une sorte de filière en Iran. Et en Iran, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous passez par une filière, après c'est difficile et que la filière n'aboutit pas, pour une raison ou pour une autre, et bien après c'est difficile de passer par une autre filière. Et là, je m'adresse surtout aux PME. Donc il faut être extrêmement vigilant, et comme ça vous l'a été dit, il faut être le plus possible quand même accompagné sur ces sujets-là, avec dans le cadre de processus institutionnels si possible ou reconnus. Vous avez donc l'ES France, vous avez le MEDEF international, vous avez les chambres de commerce et d'industrie. Voilà, à partir du moment où vous êtes orienté ou que ce sont des établissements qui sont référencés, à ce moment-là, vous y allez avec beaucoup plus de sérénité, hein, mais c'est important. Oui, excusez-moi. Oui, ben justement, c'est justement par rapport à ces éléments-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en Iran, la lutte contre la corruption fait partie des objectifs stratégiques du gouvernement, enfin, j'allais même dire de l'État. Hein. Vous savez que le gouvernement, il y a une certaine subtilité, mais c'est quelque chose qui est effectivement, qui est dans le cœur du sujet stratégique actuellement en Iran. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur ce type de problématique. Alors il y a un autre aspect aussi qui est très pratique. Ah, pardon, Monsieur Alfandari. Voilà. C'est d'où l'intérêt de s'appuyer plutôt sur des partenaires institutionnels qui vont pouvoir avoir qui vont apporter une certaine caution à des orientations qu'il faut prendre. Mais néanmoins, il faut garder une vigilance. Plus vous avez un faisceau d'informations sur un sujet, et mieux c'est. Peut-être que vous voulez vous exprimer sur ce point-là. Sur comment choisir son bon réseau. Bon, ça dépend beaucoup de ce que vous faites, hein, dans quel domaine d'activité vous travaillez. La structure de l'économie iranienne est très publique.
faut jamais perdre de ce point de vue cet aspect-là. C'est quand même presque 80% de l'économie qui est dominée par des acteurs publics, souverains ou quasi souverains, par le truchement de participations croisées directement liées à l'État. On peut pas répondre comme ça à cette question. C'est un marché qui nécessite vraiment d'être présent, de rencontrer les gens, de exercer sa vigilance, tout à fait, mais exercer sa vigilance à la limite quand vous êtes en relation, vous démarrez des relations d'affaires avec des partenaires, vous pouvez conduire des enquêtes de notoriété qui ont un certain coût pour savoir à quel type d'entité vous avez affaire. Sur beaucoup d'entités en Iran, l'actionnariat, même si on n'a pas le détail, c'est de notoriété publique. On sait directement à qui ils sont connectés ou à quelle organisation plus importante ils répondent en termes d'intérêt. Pour des tout petits acteurs du commerce, les choses sont très différentes. Donc encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Du matériel d'éclairage, donc des luminaires. Bon. Et vous êtes essentiellement sur des efficacité énergétique. Vous êtes essentiellement sur des marchés publics ou c'est pour des... Donc c'est pas de l'éclairage public, c'est plus de l'éclairage sur des projets de construction. D'accord. Non, vous pouvez avoir dans votre domaine, vous pouvez avoir tout type d'interlocuteurs, public tant que privé. Privé, vous allez avoir des investisseurs, donc ça va être des développeurs immobiliers, des investisseurs et promoteurs. Ouais. Au Moyen-Orient, on parle de développeurs, mais promoteurs immobiliers. C'est exactement ça. Et ces promoteurs, aujourd'hui, surtout dans le secteur de la construction, sont pas toujours faciles à trouver parce que finalement, le secteur de la construction en particulier est un peu en récession. Donc, dans votre domaine, ce qu'il faut, c'est identifier des projets et des projets soit hôteliers pour les quelques-uns, soit quelques bâtiments. Oui, mais il y en a énormément, ouais. Ouais, beaucoup sont à l'arrêt, mais effectivement, ça reste dynamique. Il y a quelques gros acteurs. Il y en a un d'ailleurs qui fait énormément de centres commerciaux, qui construit plus d'une centaine de bâtiments rien que sur Téhéran. Beaucoup de tours qu'on voit sont en réalité des projets directement soutenus par lui. Il faut être vigilant et ma recommandation, je vais vous dire sur ce marché, c'est que vous vous occupez pas de ces affaires. Vous les laissez se débrouiller entre eux. Corruption, oui, ils luttent contre, mais ça va pas s'arrêter demain. D'ailleurs, pas sûr que tous les pays d'Europe soient parfaits à cet égard. Mais ma recommandation à des entreprises françaises, c'est vous mettez pas le doigt là-dedans, sinon vous allez vous faire broyer le bras et encore plus. Voilà. Non, ce sur quoi il faut faire attention, c'est la conformité avec qui vous travaillez. Est-ce que vis-à-vis des réglementations internationales, vous vous mettez en porte-à-faux, oui ou non? Ça sert à ça les due diligence. Une fois que vous avez apporté la réponse à ça, ou vous avez, comme normalement vous y engage les réglementations internationales, respectez vos obligations de moyens, parce que c'est une obligation de moyens, pas de résultats. C'est-à-dire il faut que vous apportiez la preuve de votre bonne foi à travers vos recherches. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre partie du boulot. Si après votre partenaire, lui, viole la réglementation nationale iranienne ou entreprend des choses, c'est son problème. Il ne faut pas que ça devienne le vôtre. Et c'est possible de séparer les deux. Hein. Effectivement, avec ça, on a des cas où tout a été bien préparé, grande entreprise française,
pas en Iran, dans d'autres pays, mais voilà, la personne a commis visiblement des actes de corruption. C'était un pays d'Asie. Et la société, ou en tout cas les dirigeants de la société, un en particulier, a été sanctionné aux États-Unis, arrêté par le FBI dans l'avion, et a fait 3 ans de prison. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc c'est la nature du contrat avec votre partenaire iranien. Vous pouvez indirectement être touché, donc faire attention. S'il est dans les listes. Donc les due diligence, c'est vraiment un point extrêmement important pour s'assurer de la qualité de votre partenaire. Il y a juste un point, et je vous laisse la parole. Ce sont les exclusivités. Hein. Donc il y a une spécificité en Iran qui fait que vous pouvez être, dès lors que vous arrivez avec une marque un petit peu connue, vous allez avoir tout un tas vous pouvez avoir des partenaires iraniens qui vont être très intéressés pour prendre l'exclusivité de votre marque. Car en Iran, cette notion d'exclusivité de la marque est fondamentale. Donc, parce que il va y avoir une personne ou une entité qui va avoir l'exclusivité pour l'ensemble du pays de la marque. Donc, si vous vous plantez au niveau de la personne à qui vous donnez l'exclusivité, il y a toujours moyen de faire machine arrière, mais vous allez perdre facilement plusieurs mois. Un autre aspect aussi très pratique, c'est l'Iran et notamment Téhéran. Nous, on est en train de le voir là sur le montage des bureaux. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Les due diligence, ça coûte cher. Les bureaux à Téhéran, ça coûte. Téhéran, c'est pas rien au niveau des prix. Hein. Donc, ça coûte cher. Il faut le savoir. Et là-bas, tous les processus, hein, parce que de montage d'entreprise notamment, c'est laborieux. Hein. Il faut, parce qu'il y a les documents, et Dieu sait si en ce moment on est en train de travailler sur des montages d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut que les documents, quand vous montez une filiale ou une succursale, que les documents soient validés par la Chambre de commerce et d'industrie ou le ministère des Affaires étrangères. Que ce soit validé, ensuite tamponné par l'ambassade d'Iran, que ça parte en Iran, que ce soit traduit en Iran, sachant que, et là je vous conseille plutôt d'utiliser des documents en anglais, parce que trouver aussi des cabinets qui vont traduire en iranien depuis le français de manière officielle, c'est pas aussi évident que ça. Voilà, il y a tout un tas d'éléments très pratiques, véritablement, à prendre en compte. Monsieur, vous vouliez avoir là une question, peut-être une dernière question, et puis... Répondre. Les règles douanières elles sont très différentes d'une ligne de produit à l'autre. Il y a des marchés sur lesquels c'est très protectionniste et ce protectionnisme se renforce. Ils augmentent les taxes commerciales à l'entrée. Il faut savoir qu'il y a il y a une TVA qui est de 9% en Iran. Et il y a des taxes commerciales après qui varient en fonction de chaque code SH s'appliquant aux équipements. Et c'est évidemment, ces taxes commerciales, elles sont révisées chaque année. Elles peuvent évoluer à la hausse, elles peuvent évoluer à la baisse. Le but des autorités iraniennes, de façon générale, c'est d'encourager la production locale, la coproduction. Et il y a certains secteurs stratégiques, type automobile. Ils ont dit à tous les grands constructeurs, vous revenez, vous faites des usines, vous construisez, les fournisseurs de rang 1, les rangs 2, pareil, vous venez, vous faites des co-entreprises, des joint ventures. Bon, et dans chaque domaine d'activité, comme ça, vous avez des règles bien particulières qui s'appliquent. Donc après, peut-être que dans votre domaine, effectivement, ça fait sens, parce que dans les dispositifs médicaux, dans d'autres domaines, ils commencent à vouloir produire localement aussi. Donc ils vont commencer sur certains domaines à essayer de réduire les importations, encourager la production locale, l'intégration locale, et ils ont une problématique de développement économique, hein. Ils ont une problématique de création d'emplois et de ressources en devises. Donc ça, c'est pour la politique intérieure iranienne, et c'est ce qui guide d'abord leurs choix. C'est les choix en leur faveur sur le plan interne. Donc c'est aussi ça le sens de l'histoire. Voilà. Excusez-moi, parce que on a une contrainte, on a une véritable contrainte de temps. Un dernier mot juste pour vous dire, aller en Iran, c'est rentrer dans un cadre de partenariat. Hein. Y allez pas simplement en disant je vais vendre mes produits, etc. Rentrer dans un cadre partenarial. Ça, c'est important. Juste un mot également pour finir, pour vous dire qu'il y a une mission Iran qui va se mettre en place le 27 au 30 novembre. Voilà. C'est important.
vous êtes accompagnés, encadrés, on va dans les bons endroits. Je crois qu'on fait ça très certainement avec vous. Hein, et voilà, donc voilà, c'est important. Si vous voulez y aller, c'est une façon un peu cadrée, institutionnelle de vous faire accompagner sur le projet. Je vous remercie à tous déjà d'être venus, d'avoir posé vos questions, et je remercie tous les orateurs qui sont venus, Philippe Gauthier, Romain Caraval et Catherine Dorniac, qui ont fait la gentillesse et l'honneur d'être parmi nous. Merci à tous.